Merci Geneviève. Bonjour, je suis content de vous voir dans cette salle. Il y a des gens assidus dans la première rangée. Bravo aux étudiants modèles. On aime bien le confort de la salle Albert Dumichel. Je sais qu'à l'accueil, on l'a fait. Des gens nous ont dit on s'ennuie un peu du Café chez Rose. La semaine dernière, la journée pédagogique était au Café chez Rose, mais avec l'augmentation du nombre d'employés au cégep, on est bien installé ici à Albert Dumichel. Donc, nos prochains événements de ce type-là, journée institutionnelle ou fête d'accueil, risquent de toujours se dérouler ici à Albert Dumichel, d'autant plus qu'on est appuyé par une super équipe de technique de chez Valspec. Donc, merci à ces gens-là. Je pense que le 17 janvier, c'est encore le temps de souhaiter la bonne année. J'ai eu la chance de le faire avec certains d'entre vous. Donc, bonne année 2023, bonne session d'hiver. On doit prendre soin de nous, hein, on le sait. À la sortie de la pandémie, on a encore des relents d'activités intenses. Donc, j'espère, en tout cas pour vous, que la période du congé des fêtes a été bénéfique pour le repos et les activités d'hiver. Merci aux communications pour la présentation, le pré-rencontre. Vous avez vu des photos défilées, des activités des 6 derniers mois. C'est toujours intéressant de se rappeler déjà le chemin parcouru depuis la fête d'accueil, plein d'activités, autant des employés que des étudiants qu'on a vu défiler. Donc, c'est toujours très intéressant de se remémorer pour ceux qui n'ont peut-être pas pu assister à ces différentes activités. 2 sujets principaux aujourd'hui. Oui, le plan stratégique, c'était déjà à l'agenda depuis un certain temps que le 17 janvier, on devait parler, faire une journée institutionnelle sur le plan stratégique. Mais l'actualité de l'automne nous a un peu rattrapés au niveau des mesures d'urgence. Hein, vous savez, des événements malheureux qui sont survenus dans 3 cégeps, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montmorency et Lionel-Groulx. Et plein de questions provenant de vous, les employés. Puis même nous, on s'est questionné, il y a peut-être une petite mise à jour qui serait nécessaire. Ceux qui sont au cégep depuis plus de 5-6 ans, vous avez vécu 2 journées de formation assez quand même intenses. En 2016 et en 2017, on a présenté le plan des mesures d'urgence. On l'a même vécu en 2017 avec une simulation d'un confinement barricadé. Donc, tantôt, dans la première partie, Robert Anger, que vous connaissez bien, et Zoubida Abek, qui est notre consultante en mesures d'urgence, viendra vous brosser pendant à peu près une trentaine de minutes. Un résumé pour ceux qui ne connaissent pas le plan de mesures d'urgence du cégep et des éléments qu'on va prévoir dans les prochains mois, les prochaines semaines, pour s'assurer de bien former surtout les nouveaux employés qui nous arrivent sur notre plan des mesures d'urgence. Et la partie, à partir d'environ 9 heures, là, on travaille sur le plan stratégique. Je vais vous présenter le bilan du plan précédent, à quoi ça sert un plan stratégique et les étapes qu'on a déjà menées jusqu'à aujourd'hui. Et par la suite, Marie-Claude Larrivé, qui est notre consultante, qui nous aide, qui nous supporte dans l'élaboration du plan stratégique, va venir vous expliquer l'exercice de réflexion que vous allez mener en atelier. Je vous le dis tout de suite, sûr que vous avez eu un local qui vous a été assigné. Si vous avez malheureusement déjà perdu ce petit coupon, ça peut arriver. À la sortie tantôt, sur l'étape d'accueil, les listes seront encore disponibles pour vous référer, pour pouvoir aller vous présenter au bon local. Donc, sans plus, oui, le dîner collectif vers 12h15, 12h30 à la cafétéria, une boîte à lunch de charcuterie Jacques Cartier pour chacun. Donc, ça va être fort agréable là, comme repas. Sans plus tarder, je vous présente Robert Anger, vous connaissez bien, qui est coordonnateur des ressources matérielles, mais c'est surtout dans son rôle de coordonnateur des mesures d'urgence qui va venir vous parler. Merci, à plus tard. Donc, bonjour tout le monde, merci. Donc, comme Marc l'a dit, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui du plan de mesures d'urgence, parce que oui, on a un plan de mesures d'urgence. Quand c'est arrivé cet automne, dans les collèges de Montréal, on a été appelés, on nous a demandé si on avait un plan de mesures d'urgence, donc oui. Nous avons un plan de mesures d'urgence, il est à jour, et on a également un plan de mesures d'urgence spécifique pour les centres, donc pour Vaudreuil et Saint-Constant, on a un plan de mesures d'urgence qui s'applique spécifiquement au centre. Donc, un plan de mesures d'urgence ne pourrait pas vivre sans la participation de tous et chacun. Donc, il est important que vous sachiez les consignes. Je vous rappelle que les consignes sont dans les pochettes à chacun des locaux du collège. Donc, ils sont là, ils peuvent être consultés, les pochettes sont ouvertes. Je vous invite à lire et relire. Il y a également sur le portail que c'est disponible.
Puis pour les étudiants, c'est disponible dans leur agenda. Il y a un petit rappel là, des mesures à suivre. Donc, c'est important au début de chaque session de se rappeler des consignes. Les pochettes sont bien sûr à jour. Ils ont été mis à jour. Ils sont mis à jour à chaque année pour s'assurer qu'il ne manque pas de documents dedans, qu'il n'y a pas personne qui a pris un document. Cette année, nouveauté, on a ajouté des sacs à vomissures, oui. Donc, lors des pratiques qu'on avait eues antérieurement, on nous a dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient des besoins à faire et qu'il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas... Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, mais ça peut toujours aider là, si on a un confinement qui se prolonge. Donc, on a des sacs à vomissures. Soyez pas surpris si vous trouvez ça dans les pochettes. Donc, les prochaines étapes du plan de mesure d'urgence, on va revoir la formation. Donc, ça fait longtemps, comme Marc l'a dit, qu'on n'a pas eu une formation, mais on veut faire quelque chose qui va se poursuivre dans le temps. On est en train de regarder pour des différentes choses, peut-être une vidéo, peut-être une formation en ligne ou une simulation théorique. Donc, on parle assis dans une salle en train de faire une simulation, mais pas une grosse simulation comme on a déjà fait pour ceux qui étaient là. On a aussi, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est une petite formation du rappel des consignes pour l'équipe d'intervention d'urgence. Donc, c'est la petite équipe qui m'aide à évacuer lors d'un exercice de feu. Et en parlant d'exercice de feu, bien sûr, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait à cause de la pandémie, mais soyez assurés qu'au printemps, les pompiers vont venir puis on va devoir faire notre exercice d'évacuation de feu. Fait qu'à quelque part au printemps, mais qu'il fasse chaud, on va essayer de faire ça. Donc, on ne pourra pas répondre aux questions aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous rejoindre à l'adresse courriel RASMAT, donc rasmat@commercialcolval.qc.ca. Vous pouvez venir me voir à mon bureau. On va répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Mabec, qui est une experte conseil en mesure d'urgence et conférencière sur les questions de gestion du risque depuis plus de 24 ans. Elle travaille avec nous autres, elle travaille avec les commissions scolaires de la région, elle travaille avec d'autres cégeps. Mme Mabec, en 2014, elle nous a aidés à l'élaboration du plan de mesure d'urgence. Elle nous aide à tous les ans à la mise à jour, à rester up-to-date en fonction des nouvelles normes. Donc, Mme Mabec est dans notre organisme depuis longtemps. Donc, sans plus tarder, je vous la présente, Mme Zobita Adek. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous ai rencontré en 2016. J'ai gardé un très beau souvenir de votre participation et de votre intérêt. Et on a travaillé ensemble sur l'organisation d'exercices en 2017. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir d'être avec vous, de vous présenter les grandes lignes de la planification de mesures d'urgence dans votre cégep et de vous informer sur les consignes à suivre en cas de manifestation, de sinistre ou de situation d'urgence dans votre collège. La planification de mesures d'urgence vise principalement à préserver la vie des personnes, à leur prêter secours et surtout à atténuer les effets sur l'organisation, les effets négatifs des sinistres sur l'organisation. Le premier objectif de la planification des mesures d'urgence consiste à structurer les ressources. Qui fait quoi en cas d'urgence afin d'assurer une réponse appropriée aux diverses situations d'urgence qui peuvent émerger dans le cégep. Donc, dans votre cégep, les ressources ont été organisées de la façon que vous voyez dans l'organigramme. Nous avons un comité de planification des mesures d'urgence. Tous les directeurs font partie de ce comité. Ce comité a un rôle particulièrement avant l'urgence. Mettre en place les mesures de prévention, mettre en place les mesures de préparation et les formations. Ce comité a également un rôle pendant l'urgence, comme mettre en place les mesures d'intervention spécifiques au risque. Ce comité a un rôle d'assurer le rétablissement et le retour à la vie normale
après une situation d'urgence. Les noms que vous voyez ici en rouge, peut-être ils vont être révisés d'ici quelques mois. Il y a certains noms qui vont être changés. À ce comité de planification de mesures d'urgence se greffent plusieurs cadres et membres du personnel, plusieurs membres de personnel pour constituer l'ensemble de l'équipe d'intervention d'urgence. Donc, vous avez une équipe d'intervention d'urgence dont le rôle particulier, c'est de se déployer dans le cégep pendant une urgence, afin de sécuriser les lieux, afin de stabiliser la situation d'urgence en attendant les secours professionnels. Ce comité peut aussi avoir un rôle d'acheminer l'alerte pour certains risques. Il y a des risques où on ne peut pas mettre l'alarme incendie ni utiliser les haut-parleurs. Donc, cette équipe d'intervention peut se déployer dans tous les secteurs du cégep pour vous alerter. Le deuxième objectif de la planification des mesures d'urgence consiste à identifier les risques. En effet, dans votre plan de mesures d'urgence, nous avons prévu des procédures d'intervention pour un groupe de risques sociaux comme l'alerte à la bombe, présence d'un individu faisant usage menaçant d'une arme à feu, acte de violence ciblé. Il y a également des procédures d'intervention pour un groupe de risques technologiques, comme fuite de gaz, incendie, émanation externe de matières dangereuses, panne de courant, présence de monoxyde de carbone dans le cégep, contamination d'eau. Dans le plan, il y a également des procédures d'intervention pour certains risques naturels, comme tremblement de terre ou inondation. Dans le plan de mesures d'urgence, on a également des moyens d'alerte. Comme vous pouvez le constater, on a une combinaison de moyens de faible et de haute technologie. L'objectif, c'est d'augmenter les chances de pénétration des messages d'alerte, augmenter la réception. On veut que les gens accèdent rapidement aux messages d'alerte. Donc, on a l'alarme incendie pour vous alerter, on a les systèmes de haut-parleurs, on a l'équipe d'intervention personne à personne qui peut se déployer et vous aviser, et nous avons l'application d'urgence, c'est le projet à venir, pour vous donner des notifications en cas d'urgence. En ce qui a trait au code de mise en alerte, le collège a prévu 3 codes de couleur. Ces 3 codes de couleur sont prévus pour les risques dont il faut agir immédiatement. Nous avons prévu le code jaune pour le risque d'alerte à la bombe. Nous avons prévu le code rouge pour présence d'un individu armé, de coups de feu ou de présence de blessés par balle. C'est des présences physiques. Nous avons prévu le code bleu en cas de présence de matières dangereuses à l'externe, mais qui peuvent atteindre le cégep. Pour tous les autres risques, il peut y avoir combinaison de plusieurs moyens d'alerte. Quelles sont les consignes à suivre au signal d'alarme incendie ou à l'annonce des codes d'alerte? Parce que c'est les risques où il faut agir immédiatement. Au signal d'alarme incendie, il ne faut jamais supposer que c'est une fausse alerte. Mais il faut immédiatement procéder à une évacuation immédiate. Il faut cesser toute activité entamée, mais de manière sécuritaire. Je m'adresse surtout aux gens qui travaillent dans les laboratoires. De manière sécuritaire, j'arrête mes interventions. Il faut sortir son groupe, sans s'occuper des effets personnels. Porter assistance aux personnes à mobilité réduite s'il y a lieu. Fermer la porte de son local, mais sans la verrouiller. Quitter le cégep par la sortie la plus proche et se diriger au point de rassemblement prévu pour votre localisation. Encadrer son groupe au point de rassemblement et demander aux étudiants de rester groupés loin du bâtiment pour ne pas entraver le travail des pompiers. Attendre les instructions pour réintégrer les lieux ou bien pour se diriger à un centre d'hébergement. Il y a des actions à ne pas mettre en place au signal d'alarme incendie, comme évacuer en utilisant les ascenseurs, rester dans le bâtiment ou retourner dans le bâtiment.
Les points de rassemblement prévus, selon votre localisation et selon la sortie utilisée. Comme vous le constatez, nous avons 4 points de rassemblement. Ce plan se trouve déjà dans la pochette d'urgence dont Robert vous a parlé tout à l'heure. Alerte code rouge. On a dit que le code rouge est prévu en cas de présence physique d'un individu faisant usage menaçant d'une arme à feu, de présence de coups de feu ou de blessés par balle. Donc, vous êtes dans votre local, vous êtes dans votre salle de cours et vous entendez « Attention, attention, alerte code rouge ». J'aimerais savoir votre premier réflexe. C'est quoi votre premier réflexe? Barrer la porte. Un autre réflexe. Les lumières. Un autre réflexe. Se mettre à terre. Ben, le premier réflexe, je ne l'ai pas encore entendu. Le premier réflexe, c'est de se présenter rapidement devant la porte pour ramener les personnes en circulation. Parce qu'il faut mettre à l'abri tout le monde. Donc, imaginons dans tous les cégeps, dans toutes les salles de cours, tout le monde se présente devant son local rapidement, à l'annonce de l'alerte code rouge, mais de manière sécuritaire, à gauche, à droite, 10 secondes, pour ramener des gens en circulation. Comme ça, on va mettre à l'abri le maximum de personnes. Le confinement barricadé a fait ses preuves. Lors de sur les retours d'expérience, il y avait une analyse de tous les événements qui se sont passés, particulièrement en Amérique du Nord. C'est le confinement barricadé qui peut sauver des vies. Donc, pour mettre tout le monde en sécurité, on vous demande de mettre en place un geste de solidarité et de sécurité. Donc, à l'annonce de l'alerte code rouge, je ramène dans mon local de manière sécuritaire les personnes en circulation. Je verrouille ma porte. Là, je passe à l'action de verrouiller sa porte. Je barricade la porte avec des meubles. Pourquoi je barricade la porte? Afin de ralentir la progression d'un tireur. Dans ce genre de situation, un tireur actif cherche la facilité, cherche des victimes faciles à atteindre. Il faut lui enlever cette facilité. Donc, on barricade la porte autant que possible. On demande aux étudiants de mettre le cellulaire en mode silencieux. C'est très important parce que lors d'un confinement barricadé, il faut passer inaperçu, donner l'impression que le local est inoccupé. Donc, je demande aux étudiants de mettre le cellulaire, fondamental cette consigne, en mode silencieux. Je ferme les rideaux, je tire les stores et obstruer les fenêtres des portes s'il y a lieu. Et je demande aux étudiants de se mettre en position accroupie ou allongée le long des murs, loin des portes et des fenêtres. Et je commande le silence. La règle de l'art dans le confinement barricadé, c'est se passer inaperçu. Le tireur cherche la facilité. Il ne va jamais tirailler avec une porte s'il n'entend pas un bruit. Il va aller ailleurs, chercher d'autres victimes à atteindre. Et on attend. Si jamais l'alarme incendie retentit, il faut maintenir le confinement barricadé, à moins de voir des signes de feu. À l'annonce de la fin de l'alerte, qu'est-ce que je fais? À l'annonce de la fin de l'alerte, je fais quoi? Vous entendez, attention, attention, l'alerte code rouge terminée. Qu'est-ce que vous faites? On reste à l'intérieur. Bravo. Parce que ce n'est pas terminé. Il faut par contre informer sur l'état des lieux en glissant sous la porte un carton rouge ou vert. Le rouge veut dire que vous avez besoin d'aide. Peut-être vous avez ramené au départ quelqu'un qui est blessé par balle dans votre local et cette personne a besoin d'aide immédiatement. Si vous n'avez pas de blessés, vous n'avez pas de personne qui a besoin de premiers soins, vous glissez un carton vert. Les 2 cartons se trouvent également dans la pochette d'urgence. Et informer vos étudiants et les rassurer et rester à l'écoute des consignes. Il faut également attendre que les policiers viennent vous chercher pour vous demander d'évacuer les lieux les mains sur la tête, afin de ne pas être perçu comme la menace. Si vous êtes dans une aire ouverte, à l'annonce de l'alerte code rouge, qu'est-ce que vous faites? On a dit que les gens vont ramener les gens en circulation. Donc, vous êtes dans une aire ouverte, vous êtes concerné.
Rentrez rapidement dans le local le plus proche. Mais il y a beaucoup d'incertitudes sur les actions à mettre en place. Il n'y a aucun expert qui peut vous dire exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a tellement de variables, il y a tellement d'inconnus que si vous êtes dans une aire ouverte, est-ce que vous êtes à côté d'une sortie et il est sécuritaire de quitter? Mais vous pouvez quitter. C'est à vous de prendre la décision. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de risques si vous décidez de fuir. Vous pouvez être confronté aux tireurs. Vous pouvez vous trouver face à une issue qui est bloquée. Il faut vraiment évaluer vos options. La meilleure option, c'est d'aller dans le local le plus proche et se barricader. Si jamais vous utilisez de quitter, quand vous sortez du cégep, mettez les mains sur la tête pour ne pas être perçu comme la menace. Si vous êtes à l'extérieur du cégep, au moment de l'annonce de l'alerte code rouge, ne rentrez pas dans le cégep, ça c'est sûr. N'utilisez pas son véhicule, parce que parmi les ratés qui ont été constatés dans les événements qui se sont produits à Montréal, les gens ont commencé à prendre leur véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Le stationnement était bloqué et les policiers ne pouvaient même pas pénétrer. Donc ça, il y avait beaucoup de ratés où je dirais, les erreurs étaient partagées. Il y a même, les policiers sont arrivés dans certains cégeps, je ne dirais pas le nom, et les étudiants étaient encore en circulation dans le cégep pendant le confinement barricadé. Donc les policiers commençaient à viser tout le monde. Mais parce que pour eux, il fallait qu'ils soient en confinement barricadé. Pour eux, tout ça, c'est des menaces. Il fallait qu'ils trouvent la menace parmi tous ces gens. C'est pour ça que le confinement barricadé est fondamental, parce qu'il va libérer les lieux et permettre aux policiers de neutraliser la menace. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette présentation pour éviter ces ratés qui ont été constatés lors des derniers événements à Montréal. Pour assurer sa sécurité, je résume. L'objectif de confinement barricadé, c'est se mettre à l'abri, se soustraire à la vue du suspect, libérer les lieux, permettre aux policiers d'identifier la menace et même de l'engager pour attirer son attention sur les victimes potentielles. Donc, en gros, les règles de l'art du confinement barricadé, je garde mon calme, la première des choses. Je suis les consignes prévues, le cellulaire en mode silencieux et je passe inaperçu. Alerte code jaune. Vous entendez l'alerte code jaune, vous êtes dans votre local. L'objectif, c'est vraiment, tout le monde procède à une recherche visuelle d'un objet suspect, un objet qui ne devrait pas être là. Donc, on procède à une recherche visuelle d'objets suspects. On demande aux étudiants de vérifier de leur côté s'il n'y a pas quelque chose de suspect et on poursuit nos activités si on ne trouve rien. Si jamais on vient et on vous dit évacuer les lieux, à ce moment-là, il faut évacuer et prenez vos effets personnels parce que sinon, ils vont être considérés comme un colis suspect. Si vous trouvez un colis suspect ou un objet qui ne devrait pas être là, ne jamais toucher l'objet, ne jamais déplacer l'objet, vraiment aviser rapidement la sécurité et ne pas déclencher l'alarme incendie et suivre les consignes. À l'annonce de l'alerte code bleu, ça veut dire qu'il y a matière dangereuse à l'extérieur. Peut-être c'est un accident routier impliquant des matières dangereuses, peut-être un accident ferroviaire impliquant des matières dangereuses, peut-être un accident dans une entreprise qui utilise ou fabrique les matières dangereuses. L'essentiel, qu'il y a un danger qui peut atteindre le cégep. Dans ce cas-là, il faut fermer toutes les fenêtres pour empêcher les contaminants de rentrer. L'équipe d'intervention d'urgence va s'occuper de fermer la ventilation et la climatisation et les portes du cégep. Vous, à votre niveau, fermez vos fenêtres rapidement. Tout le monde agit en même temps et on empêche les contaminants de rentrer dans le cégep. Exclure toutes les activités qui dégagent de la chaleur, occuper et s'occuper par des activités calmes pour ne pas augmenter votre demande en oxygène et même pour ne pas rejeter plus de gaz carbonique. Informer s'il y a une situation particulière dans votre local ou dans votre salle de cours et suivre les consignes. Maintenir le confinement jusqu'à la fin de l'alerte. Quelles sont les mesures à adopter si vous êtes témoin d'une situation d'urgence? En présence d'un foyer d'incendie, éloigner les personnes à proximité du foyer d'incendie, déclencher une station manuelle,
Éteindre l'incendie, si vous êtes formé pour le faire et vous savez utiliser un extincteur portatif. Et si le feu est en bas de 3 pieds. Isoler l'incendie en fermant la pièce concernée pardon, et aviser la sécurité et quitter les lieux. En cas de détection d'une odeur de gaz, le gaz, vous savez, il est mélangé par le mercaptan, le gaz naturel et le propane, pour leur donner une odeur d'œuf pourri. Mais dès qu'il est dans une proportion de 0,2% dans l'air, il est perceptible. Mais on est loin encore de la limite inférieure d'inflammabilité, qui est pour 5% pour le gaz naturel et 2,5% pour le propane. Donc, lorsque vous sentez l'odeur du gaz, ça ne veut pas dire qu'on a atteint la limite inférieure d'inflammabilité, mais on ne peut pas se fier à notre perception. Donc, on ne sonne pas l'alarme incendie, on n'utilise aucun objet qui peut produire une étincelle ou une flamme. On avise la sécurité et on aère les lieux si on est capable. Témoin de la présence d'un individu armé. Vous voyez un individu dans le stationnement ou qui se présente, qui est armé. Évaluez toujours votre environnement et se mettre d'abord en sécurité. Et après, avisez rapidement la sécurité. Vous ne devez pas déclencher l'alarme incendie. Si vous avez reçu l'information sur l'intention d'un tireur, on est loin de la présence physique. C'est très important de faire la différence. On a reçu une information sur les réseaux sociaux, sur mon cellulaire, par message texte, par courriel, qu'il y a quelqu'un qui entend se présenter à votre cégep armé. Gardez l'information confidentielle, communiquez rapidement avec la sécurité et avec le 911. Parce qu'il faut qu'il y ait une évaluation. On ne peut pas mettre le confinement barricadé. L'impact d'un confinement barricadé, c'est aussi grave que si on ne fait pas de confinement barricadé. L'impact est énorme psychologique sur les gens. C'est pour ça qu'on a besoin d'une évaluation minutieuse pour s'assurer de la véracité de la menace avant de déclencher l'alerte code rouge. Donc, maintenez l'information et donnez directement l'information au coordonnateur de mesures d'urgence ou à la sécurité. Pour favoriser une compréhension et un accès rapide à l'information, vous avez des affiches dans tout le cégep et tous les consignes que je viens de vous donner, qui sont déjà résumées dans ces affiches. Donc, si je résume, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action? Il y a uniquement 3 actions. Soit j'évacue les lieux, s'occuper de mes effets personnels, et je me dis, je prends la sortie la plus proche, je vais à un point de rassemblement. Ça, c'est l'action 1. Soit je me barricade, je me mets à l'abri, je me soustrais à la vue d'une menace, soit je reste et j'attends les consignes. Vous avez 3 actions. Confinement barricadé, confinement non barricadé, évacuation d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est une responsabilité collective. Aucune équipe d'intervention d'urgence ne peut gérer un événement de façon optimale sans votre participation et sans votre collaboration. D'ailleurs, la loi sur la santé et la sécurité au travail donne des obligations à ce sujet aux travailleurs. Le travailleur a l'obligation de s'informer sur les mesures de prévention en place. Le travailleur a la responsabilité de mettre en place toutes les mesures pour protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité physique. Mais en parallèle, le travailleur ne doit pas mettre la sécurité et la santé des autres collègues en danger. Le travailleur a l'obligation de participer à l'identification des risques pour maintenir un milieu sécuritaire et prospère. Il faut connaître son milieu aussi. Ça veut dire quoi pour vous connaître son milieu? Repérer 2 sorties d'urgence. Repérer les stations manuelles pour déclencher l'alarme incendie. Vérifier où se trouvent les extincteurs. Localiser le point de rassemblement qui est prévu pour votre local ou pour votre salle de cours. Et surtout, les gens dans les laboratoires, avant de travailler avec un produit dangereux, vérifiez que vous avez les fichiers signalétiques, que vous avez les quantités que vous allez utiliser, le robinet de gaz que je vais utiliser. Il faut mettre en place des mesures de prévention pour prévenir les risques. Je vous dis merci d'être au cœur de la sécurité. Je vous dis merci surtout d'agir tout le temps, et particulièrement en cas d'urgence, à la lumière des valeurs d'éthique, qui sont la protection. Je me protège, j'aide les autres à se protéger et je les encourage à se protéger. La solidarité. Tout à l'heure, vous vous rappelez quand on ramène les gens dans notre local. La solidarité. J'agis pour mon bien,
mais pour le bien de tout le monde. La responsabilité, je m'informe et j'agis en conséquence. Je vous dis vraiment merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente session d'hiver. Merci. Merci, Zoubida. Un dossier, en tout cas, c'est un sujet qui est complexe, puis je pense que Zoubida a réussi à mettre ça relativement simple. Puis, c'est la même chose avec notre plan de mesures d'urgence. Je fais ça, là, c'est volontaire. Quand, il y a peut-être une quinzaine d'années, nos mesures d'urgence, c'était des cartables incompréhensibles, avec plein de théories. Puis, avec l'arrivée de Zoubida, on a réussi à faire ça simple, puis plus facile d'application et plus facile à mettre à jour également. Imaginez un cartable de cette ampleur-là à mettre à jour. C'est énorme. Robert me mentionnait qu'il a peut-être oublié de glisser une information qui était sur sa diapo. On va déployer une nouvelle application sur téléphone intelligent qui est Cobalt. On est présentement en test, mais éventuellement, l'ensemble des employés et des étudiants auront accès à cette application-là qui permettra de pousser des informations névralgiques en situation d'urgence. Et tout ça sera en lien avec notre plan de mesures d'urgence également. Donc là, de pouvoir s'envoyer des messages et conserver les informations qu'on s'échange. Parce qu'après une situation de mesure d'urgence, il faut toujours débriefer et des fois, il manque un peu d'informations pour le faire. Donc, cette application-là sera déployée dans les prochains mois. Donc, Robert m'a glissé à l'oreille pour être certain de ne pas l'oublier. Puis, je le remercie pour la petite demi-heure qu'on a passée, qui est très, très important. Là, je pense que vous avez été plusieurs à nous interpeller suite aux événements de l'automne dans les autres cégeps. Et n'hésitez pas à écrire à resmat@commercial-colval si vous avez des questions ou des préoccupations. Ça va nous alimenter aussi pour les formations et les informations diffusées à l'ensemble de la communauté par la suite. On est rendu à parler du plan stratégique. Donc, les travaux d'élaboration qui vont bon train. La journée d'aujourd'hui, comme je vous disais tantôt en introduction, elle est très, très importante pour nous. Si on reprend le concept de base, pourquoi on fait un plan stratégique? Bien, on pourrait se dire que c'est obligatoire. Hein? C'est dans la loi des cégeps. Les cégeps doivent se doter d'un plan stratégique sur plusieurs années. Mais au-delà de l'obligation légale, il y a quand même une forte utilité. Donc, vous voyez ici, c'est un moment d'arrêt. Hein? Aujourd'hui, entre autres, là, ça nous permet de réfléchir à l'avenir du cégep. Ça nous permet également de mesurer le chemin parcouru. Dans ce cas-ci, c'est le bilan de notre plan stratégique de transition qui s'est terminé en juin dernier. Notre plan stratégique qui était sur 2 ans, 2020-2022. C'est mettre en commun nos idées, nos opinions, c'est ce que vous allez faire tantôt en atelier. Ça nous permet de préciser nos intentions et nos stratégies de changement. Si on veut changer les choses, bien, il faut quand même avoir un plan pour le faire. Ça amène de la synergie entre les équipes, entre les membres du personnel, avec un plan clair qui aide à travailler ensemble vers une destination commune. Et c'est un outil de prise de décision et qui nous aide à prioriser nos projets. Ce que ça ne permet pas, il faut se le dire, hein, ce qu'on ne réussit pas nécessairement à faire dans l'élaboration d'un plan stratégique, c'est des stratégies miracles auxquelles personne n'aurait pensé. Hein, on va nécessairement être innovateur, mais on n'aura pas dans ce plan stratégique-là une grande révolution. On est 48 cégeps à faire des plans stratégiques qui se ressemblent parfois. On peut s'inspirer des éléments des autres, d'autres s'inspirent des nôtres aussi. C'est comme ça qu'on construit aussi des plans stratégiques innovateurs, mais on n'est pas là non plus à révolutionner le monde de l'enseignement supérieur nécessairement dans un plan stratégique. Ça ne permet pas de résoudre des problèmes courants. Il y a d'autres mécanismes. Hein. S'il y a des problèmes quotidien, ben c'est pas dans un plan stratégique qu'on l'adresse nécessairement. Et ce n'est pas un antidote à l'incertitude et au changement. Ça, on peut le comprendre avec les 2 dernières années qu'on a passées. Je dis 2 ans, mais c'est presque 3 ans maintenant, finalement. Ça implique de réaliser collectivement une démarche méthodique, rigoureuse et consensuelle. Et ça permet de partager une mission, une vision commune. On se fixe également des objectifs, des orientations précises, et on se donne les moyens nécessaires pour atteindre les effets souhaités et on mesure nos progrès. On ne mesure pas nos progrès juste à la fin d'un plan stratégique. Tout au long du plan stratégique, on est en mesure d'évaluer si on est dans la bonne voie. Qui contribue? Bien, vous tous, hein, aujourd'hui, par votre seule présence, par les ateliers qui vont suivre, vous y contribuez. Vous y avez peut-être déjà contribué par un sondage qui a été passé aux membres du personnel à l'automne. Plusieurs d'entre vous participent à d'autres comités, comme le comité le PIRE ou le comité consultatif du plan stratégique. Donc, vous avez à plusieurs niveaux été impliqués. Les étudiants, on a fait un sondage auprès des étudiants également à l'automne.
D'autres consultations auront lieu à l'hiver, dont les étudiants à l'automne, c'était les étudiants du secteur régulier. On les reconsulte à l'hiver sur d'autres éléments et les étudiants de la formation continue seront également consultés. Les partenaires externes du cégep, on a des entretiens téléphoniques qu'on a prévus avec une liste de partenaires externes qu'on désire consulter. Et différentes instances et groupes. Vous voyez la longue liste, hein? L'ensemble des instances du cégep sont consultées à un moment ou l'autre dans le processus, là, soit pour le bilan du plan stratégique, des orientations dans le futur plan. Je tiens à remercier les gens qui s'impliquent sur certains comités, là, comme le PIRE ou le comité consultatif du plan stratégique. C'est quand même plusieurs réunions parfois, donc je tenais aussi à souligner votre participation. Merci beaucoup. Présentation des récents travaux, bien, on a fait le bilan du plan stratégique. À l'automne, on a été en consultation dans les différentes instances sur le tableau de bord qui nous permet d'évaluer l'ensemble des indicateurs et l'évolution de ces indicateurs-là. Et ces consultations-là nous ont permis de faire un rapport qui a été envoyé à l'ensemble de la communauté. Vous l'avez peut-être reçu. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez peut-être pas vu passer. Allez sur Omnivox, vous avez accès au rapport final du bilan du plan stratégique 2020-2022. On reçoit des commentaires jusqu'au 27 janvier parce qu'on a prévu l'entériner au conseil d'administration le 7 février. Parce qu'on avance dans le plan stratégique actuel, 23-28 dans l'élaboration. Donc, ce serait bien de terminer le bilan du plan précédent. Une diapo pour résumer l'ensemble des orientations. On avait quand même établi 3 orientations et 48 cibles. C'est un plan de transition de 2 ans. On s'était quand même gâtés au niveau de l'ensemble des moyens puis des cibles qu'on s'était donnés pour ces 2 années. Et c'est à 90% atteint ou partiellement atteint les cibles qu'on s'est données. Donc, bravo à tout le monde. Hein. On est tous contributeurs de l'ensemble de ces résultats-là. Il y a seulement 5 cibles, finalement, qui n'ont pas été atteintes ou non débutées. Donc, je pense que c'est un excellent résultat. Et au-delà des chiffres qu'on vous présente ou le bilan que vous pourrez consulter, bien, il y a des humains, hein, vous en êtes, hein, qui ont contribué à l'ensemble des belles réalisations du cégep dans les 2 dernières années du plan stratégique et des étudiants également. Et quoi de mieux qu'une vidéo pour présenter l'ensemble d'une manière sommaire, hein, ce bilan-là. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo. Au début de l'année 2020, le cégep avait débuté des travaux d'élaboration d'un plan stratégique de 5 ans. Avec l'arrivée de la pandémie en mars 2020, on a dû revoir l'échéancier de travail pour se doter d'un plan stratégique de transition d'une durée de 2 ans, orienté autour de 3 axes principaux, qui étaient la persévérance et la réussite de nos étudiants, l'enseignement et le travail en mode alternatif, et le positionnement du cégep dans la communauté. Pendant toute la durée de la pandémie, notre priorité a été de maximiser la présence de nos étudiants dans les différents campus, tout en respectant les règles sanitaires. Ici, à l'informatique, on a distribué plus d'une centaine de laptops aux membres du personnel. On a mis en place un nouveau VPN pour faciliter le travail à distance. On a aussi fait beaucoup de recherche et développement pour adapter nos méthodes d'enseignement. Et ça fait partie de notre mission à l'informatique. On est allé former ensuite nos enseignants pour qu'ils soient à l'aise avec ces nouveaux outils. L'enseignement à distance, ça a été beaucoup d'adaptation. Ça a été une remise en question de ce qu'on avait l'habitude de faire et ça nous a amené à chercher des méthodes pédagogiques nouvelles. Nos étudiants aussi avaient besoin d'aide. Donc, ce qu'on a fait, bien, on a bonifié leurs mesures d'aide dans chacun des départements, dans chacun de nos programmes de formation. Donc, tous les services ont été offerts en ligne, en hybride et en présence pour nos étudiants. Dans la période 2020-2022, on a constaté une augmentation des étudiants à besoins particuliers, autant du côté de Valleyfield qu'ici même à Saint-Constant. Ça nous a amené à ajouter une ressource au CED, une conseillère en service adapté. Puis cet ajout-là nous a permis de travailler en plus étroite collaboration avec les conseillers pédagogiques et les enseignants afin d'offrir des formations de groupe en classe. Et aussi, ça nous a permis d'augmenter notre offre de formation individuelle aux étudiants pour les aider à mieux travailler avec les outils technologiques que la pandémie nous a amenés à utiliser. Nous étions présents pour nos étudiants et même si les mesures sanitaires étaient très contraignantes, il n'était pas question de mettre la vie étudiante de côté. Pour les activités sportives du Noir et Or, nous, ça a été de toujours offrir le maximum à nos étudiants athlètes et nos entraîneurs chaque fois qu'on recevait une nouvelle mesure. Disons, par exemple, on ne peut plus s'entraîner à l'intérieur, alors on sortait à l'extérieur, on a fait déneiger synthétique, on a sorti des poids libres, on a sorti des ballons. Ça a été aussi d'aider beaucoup les entraîneurs à l'intérieur des mesures et à l'intérieur aussi de ce qu'ils pouvaient faire avec leurs athlètes. Et puis, en découle de ça, je pense,
une belle réussite du fait que mes athlètes n'ont pas lâché, ils ont gardé leur sentiment d'appartenance, ils sont restés dans leurs équipes, ils ont participé aux activités. Et puis, bon, mais cette année, on a plus d'équipes, plus d'athlètes et plus d'entraîneurs au sein du Noir-et-Or, alors je pense qu'on en sort quand même gagnant. On a été les grands oubliés, la culture, hein, sur le reprise, aller de l'avant, puis tout ça. Fait qu'on a été obligés quand même, malgré la tumulte, de se réinventer. Donc, on a passé toutes nos activités en virtuel. C'est ce qu'on a fait à la troupe de danse, à l'impro, au théâtre. On a tourné, on a fait des présentations. On a passé des grands événements intercollégiales qu'on reçoit ici en virtuel également. Et les participants étaient au rendez-vous. Et là, même en sortant de la pandémie, on voit que les étudiants sont toujours là parce qu'on a quand même une augmentation dans nos activités. On a tout fait pour garder nos étudiants actifs et mobilisés, tout comme pour nos employés. On a maintenu l'ensemble de nos activités de reconnaissance, on les a adaptées au mode pandémique et on les a même bonifiées. Au niveau des différentes équipes de travail, on a ajouté une vingtaine de ressources additionnelles pour faire face aux défis du nouveau plan stratégique. Et au cours des 2 dernières années, on a dû tous s'adapter à un nouveau mode, le mode hybride, autant pour l'enseignement que pour le travail. C'est important pour nous qu'au moins les cours de première session se donnent en présentiel. Donc, pour ça, on a eu à faire une mécanique pour gérer l'achalandage des locaux. On a aussi dû adapter nos pratiques de nettoyage, en fait, en mettant des routes rigoureuses de désinfection. On a également géré 500 000 masques de procédure tout au long de la pandémie, 1000 litres de désinfectant pour les mains. On a dû réaménager le cours, refaire l'affichage, refaire les calculs de capacité. Le retour à la présence au cégep, ça a été vraiment complexe pour moi. Puis, dans le fond, je suis allée chercher des services en psychosociaux au cégep. Puis, avec eux, ils m'ont aidé à, dans le fond, refaire une confiance en moi. Ils m'ont aidé à m'améliorer. Puis, ça a vraiment eu des impacts sur mon parcours scolaire, car j'ai réussi, dans le fond, à comme surmonter les échecs. Puis, là, maintenant, je suis en voie d'aller obtenir mon diplôme en sciences nature. C'est important pour nous de prendre soin de nos étudiants au collégial, mais également ceux de la région au secondaire, afin de faciliter leur transition vers le collégial. On a donc organisé un camp pédagogique. On a élargi également notre programme de tutorat à plusieurs écoles de la région et on a également organisé des activités orientantes. Quand on m'a proposé les activités orientantes, j'ai été vraiment enjoué de participer parce que, en fait, ça me donnait une occasion de transmettre ma passion. Puis, je sais que c'est difficile de faire des choix au secondaire pour son programme de cégep. Puis, je me suis dit qu'en leur offrant peut-être une chance de découvrir un peu notre programme, il y aurait peut-être la chance de faire des choix plus éclairés puis de pouvoir découvrir une passion qui sommeillait en eux. Finalement, passons à la 3e orientation de notre planification stratégique, le positionnement du cégep dans la communauté. On a eu 2 bonnes nouvelles, soit l'autorisation de 2 nouveaux programmes de formation, génie civil et physiothérapie. Ça nous permet d'élargir notre carte de programme en génie et dans le domaine de la santé. Cette année, on a été très contents d'apprendre qu'on avait eu l'autorisation pour un projet d'agrandissement de grande envergure. Comme vous pouvez le voir à l'espace derrière moi, c'était pas un luxe. On travaille dans un espace qui est relativement bas de plafond, ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau des acquisitions de machines. On a de la difficulté à trouver des équipements qui sont capables de rentrer dans les espaces. Donc, ça va vraiment faire du bien à notre programme d'études. Durant cette période-là, il n'y a pas juste eu la COVID. On en a profité pour inaugurer notre nouvel espace numérique. L'espace numérique, c'est un endroit qui est à votre disposition pour vous permettre de tester différents outils technologiques. Le but recherché, c'est de nous garder à la fine pointe de la technologie. Au niveau des communications, il y a eu aussi plusieurs belles réussites. D'abord, on a refait l'identité visuelle du cégep grâce au travail colossal de l'équipe des communications, plus particulièrement la technicienne en art graphique qui a créé le nouveau logo, mais aussi grâce à l'appui et aux idées d'un comité consultatif élargi. On a aussi optimisé notre présence sur les médias sociaux, les plateformes numériques pour nous permettre, dans un contexte de pandémie, de bien rejoindre les étudiants, les élèves du secondaire, dans un objectif, évidemment, de les attirer chez nous. En 2021, la formation continue est devenue une direction. On a alors mis sur pied un plan de développement dans lequel il est ressorti 2 grands secteurs d'activité, la santé et la petite enfance. En santé, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a octroyé l'autorisation permanente d'offrir le DEC en soins infirmiers pour les infirmières auxiliaires. En petite enfance, on offre le projet COUD,
qui permet à des éducatrices dans le milieu des CPE de venir étudier 3 jours chez nous alors qu'elles peuvent travailler 2 jours dans le milieu. Tout ça, on le fait avec nos partenaires, notamment le CISMO. En parlant de partenariat, on ne peut passer sous silence l'implication du Cégep dans la mise en place d'une clinique de vaccination contre la COVID-19 initiée par CE5. Cette clinique a permis d'administrer plus de 15 000 doses de vaccins. Ce partenariat a été rendu possible grâce à l'implication et l'expertise du programme de soins infirmiers qui, pendant la même période, a implanté une clinique-école. Le développement durable est demeuré une préoccupation pour notre Cégep. Entre autres choses, on a déployé un plan d'amélioration du transport en commun et comme principale initiative, on est venu réduire la facture mensuelle de nos étudiants qui utilisent ce service. Nous allons poursuivre nos efforts dans ce dossier dans plusieurs autres au cours des prochaines années. Voilà ce qui conclut 2 années fort mouvementées. Je tiens à vous remercier pour votre implication et pour votre capacité d'adaptation. Merci. Je tiens vraiment à remercier ceux qui ont participé. Joanie, en première rangée. Un peu plus loin, c'est plus dur avec ma vue. Donc, mais merci beaucoup à ceux qui lèvent la main quand on les interpelle. Je pense que c'est bien intéressant de vous entendre. Dernier élément sur le bilan du plan stratégique. À chaque fin de plan stratégique, on a toujours... on sonde l'ensemble de la population sur certains sujets. On fait les parents des élèves du secondaire, les parents des étudiants du cégep, de notre cégep ou de d'autres cégeps, pour un peu connaître leur opinion sur le cégep. Donc, c'est en fin de parcours du plan stratégique qu'on le fait. Et en fait, c'est le taux de connaissance du cégep qu'on cherche à mesurer. En 2012, ce taux-là était de 68 % dans notre région. Et cette fois-ci, vous voyez le résultat, 84. Notre objectif était de 85. Je pense qu'on a presque atteint. Hein, quand on dit qu'il y en a qui ont été partiellement atteints dans nos cibles, celui-là, il est partiellement atteint à 84 %. Vous voyez qu'on est quand même là, le cégep le plus connu de notre région. Et c'est 511 personnes qui ont été consultées. Une forte majorité étaient des parents des élèves du secondaire, donc pas des parents d'élèves du cégep. À peu près une centaine, tous cégeps confondus, qui ont été consultés. Donc, à peu près 400 parents des élèves du secondaire. Donc, je trouve que le taux est très, très intéressant. Ils nous connaissent sur tout le grand territoire. On n'a pas sondé juste les gens autour du cégep de Valleyfield, vous comprenez? Hein? C'est tout le grand territoire du cégep qui a été consulté. Et la deuxième partie, c'est l'opinion favorable. Donc oui, on est bien connu, mais peut-être pas suffisant pour dire si on est un bon cégep. C'est comme ça qu'on peut le déterminer. La bonne opinion du cégep, 60 %. Mais encore là, on est le cégep qui obtient la plus grande note parmi les cégeps qui ont été nommés par les répondants. Il y a 36 % en fait à cette question qui ont dit qu'ils ne connaissent pas suffisamment le cégep pour déterminer la qualité. Et à droite, fort intéressant, une perception très positive sur 5 éléments, sur la qualité des programmes, la qualité de l'enseignement, la proximité, la qualité des installations et la facilité d'être admis à l'université en provenance du cégep. Donc, c'est des excellents résultats qu'on tenait à partager avec vous. On aura une infolette spécifique sur le plan stratégique où là, on va détailler un peu plus les résultats des sondages. Hein. On pourrait passer presque l'avant-midi seulement sur les résultats qu'on a cumulés, autant au sondage léger, sondage des étudiants que sondage du personnel. Au niveau des étudiants, 343 réponses. Ça, c'est le résultat pour l'ensemble des étudiants du cégep. La diapo suivante, ce n'est que pour Saint-Constant. Donc ici, on a, vous voyez, l'appréciation des différents aspects du milieu de vie. Là. Tout est en haut de 90 %. Services offerts aux étudiants, soutien des enseignants et recommandations du cégep à d'autres étudiants. On sait que c'est bien important, ça aussi. C'est la famille, les amis qui font en sorte que tu choisis parfois un cégep. Et tout ça est en haut de 93 %. C'est excellent comme résultat. Et on les a sondés sur les espaces communs du cégep. Comme à l'habitude, je vous le dirais, la bibliothèque obtient toujours le plus haut taux de satisfaction à 96 %, mais quand même assez intéressant au niveau des autres espaces communs. Pour Saint-Constant, là aussi, on reprend les mêmes appréciations. Et vous voyez que les pourcentages sont encore plus élevés. 100 % des 46 répondants nous ont dit apprécier le soutien des enseignants à Saint-Constant. Donc, c'est excellent. 98 recommanderaient le cégep, en fait, le centre d'études, à d'autres personnes. Donc, c'est des excellents résultats. Et à droite, on sait que la proximité du lieu de résidence est un choix important quand tu choisis ton cégep. Et à Saint-Constant, ce choix-là,
Cet élément-là est encore plus important, 10 de plus que le campus principal. Donc, 94 des étudiants nous disent « J'ai choisi le centre d'études parce que c'était près de la maison. » Donc, la pertinence du centre d'études là, coule de source. C'est pour ça que le ministère nous a reconnu la permanence après seulement 3 ans. C'est avec des résultats comme celui-là. Les employés également, vous avez été nombreux, hein, 40-45 des employés nous ont répondu au sondage, 145 répondants. C'est fort intéressant. On vous posait la question, pourquoi vous demeurez à l'emploi du cégep? Hein? Avec la mouvance d'après la pandémie, on le sait, beaucoup de gens qui se requestionnent, changent de métier, changent d'organisation. Mais vous voyez quand même un haut taux là, un résultat en fait positif sur pourquoi je reste au cégep. La proximité du lieu de résidence, c'est sûr que ça demande toujours un choix important. Mais il y a quand même le climat de travail dans ma direction, dans mon service, dans mon département, donc le lien avec les collègues. Défis à relever en lien avec l'emploi, la mission proprement dit du cégep, hein, la mission d'éducation et le climat de travail général au cégep. Et à droite, 10 éléments où on demandait aux gens d'apprécier donc le soutien des collègues, hein, on le voit, c'est en première position, comment c'est important, le travail qui est satisfaisant. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est recommandation de cégep à une autre personne. Dans la difficulté parfois qu'on a de combler des postes, ben il n'y a rien de mieux qu'un employé qui dit à un collègue, à un ex-collègue ou à un membre de sa famille, un ami, ben je te verrais venir travailler au cégep. Donc 92 vous nous dites que vous le feriez, qu'on vous invite à le faire. Je pense que c'est toujours nécessaire et c'est comme ça qu'on réussit à combler les postes qui parfois sont vacants. Conciliation travail-famille, c'est celui le plus faible, 86 aussi. C'est toujours des enjeux parfois là, de concilier les enjeux familiaux et de travail. Les valeurs organisationnelles, on vous a sondé les 5 valeurs organisationnelles au cégep et on les a mis dans la liste pour vous demander s'ils étaient toujours pertinentes et on en a ajouté. Hein? On en a mis d'autres au ballottage, comme on dit. Puis, bien, au résultat, c'est les 5 valeurs qu'on avait au cégep qui ont été les plus populaires. Donc, on a constaté qu'on aurait peu de modifications à y faire. On va retravailler certaines valeurs pour peut-être y inclure d'autres éléments que vous nous avez dit qui étaient très importants, qui ne faisaient pas partie d'entrée de jeu des valeurs du cégep. La bienveillance, la cohérence, la coopération et l'adaptabilité. Je pense que ça, le dernier coule de source après ce qu'on a vécu. Donc, on va voir à les remodeler pour les intégrer dans les définitions de ceux qu'on a déjà. L'autre élément qu'on pensait pas nécessaire de changer tant que ça, c'est la mission du cégep. Elle n'a pas été vraiment changée depuis plusieurs années. Là. Pas mal la mission qui dure depuis 20-25 ans. Et à consulter le comité consultatif du plan stratégique, le comité de gestion et le conseil d'administration, on s'est rendu compte qu'on devra la changer. On a des consultations à mener auprès de vous pour déterminer la nouvelle mission du cégep. Et vous voyez ce que une mission doit contenir, ce que l'on fait, hein, ça doit être dans la mission, pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Donc, quand on regarde la mission actuelle, les éléments sont là, mais parfois ils sont trop nombreux pour un élément. Donc, on doit la revoir pour qu'elle soit assez concise, mais distinctive également. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. On ne veut pas qu'elle soit trop longue, mais on veut quand même qu'il y ait la saveur du cégep de Valleyfield, pas une mission qu'on lirait, qui pourrait s'appliquer aux 48 cégep. Donc, on va prévoir une consultation. La prochaine, oui, c'est ça. On va prévoir un cégep en bref, là, une infolette, dans laquelle on va vous poser des questions, puis on va vouloir avoir votre opinion pour déterminer la prochaine mission du cégep. Tantôt, j'en ai parlé, le PIRE, le comité institutionnel du plan de réussite, travaille depuis, jamais cessé ses travaux, là, même dans le plan stratégique, mais à l'automne, a travaillé de manière plus précise à commencer à concevoir l'orientation 1 du plan stratégique. L'orientation 1 porte toujours sur la réussite, ça ne sera pas une différence dans celui-ci. Et vous voyez les différents chantiers prioritaires, stratégiques que le comité a déterminés, donc la maîtrise du français, entre autres, l'orientation professionnelle des étudiants, le dépistage et offre de services. On sait que les étudiants ont des profils de plus en plus complexes quand ils nous arrivent au cégep. Donc, c'est les principaux chantiers pour lesquels le comité PIRE a déjà commencé à réfléchir pour structurer l'orientation 1 du plan stratégique. Les travaux d'aujourd'hui également nous alimenteront à concevoir cette orientation. Merci beaucoup à l'ensemble des employés qui ont contribué là, à l'organisation. Écoutez, c'est une 50aine d'employés. Il y a, oui, les gens à l'accueil, les gens qui ont monté
des éléments au niveau des ressources matérielles. Les animateurs, les preneurs de notes de tantôt, donc c'est une cinquantaine d'employés qui ont été sollicités. Je nommerai personne d'autre que Marie-Jo Devin, qui est mon adjointe, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment la chef d'orchestre de l'événement d'aujourd'hui. Oui, merci. Merci beaucoup. On se revoit un peu plus tard. Merci.